Salut Ronan, comment vas-tu? Comment vas-tu en cette soirée ténébreuse où il fait très noir, peut-être plus noir que d'habitude, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus noir, c'est peut-être mon esprit qui est noir. Aujourd'hui, j'ai mal au dos, alors pour me consoler, je prends une de mes bières préférées. Aujourd'hui, j'ai besoin de choses rassurantes, j'ai besoin d'une certaine routine, que les choses se passent bien. Aujourd'hui, je vous présente la Gauloise ambrée. Simple, efficace. Ça va très bien, Ronan. Et coucou Temujin. Et comment il va Temujin? Comment va-t-elle plutôt? Bonsoir donc à tous. Merci d'être là. Merci aussi pour les nouveaux followers qui apparaissent, qui pleuvent comme ça du ciel de temps en temps entre deux streams. Et bienvenue dans notre petite intro juste entre nous, où nous allons, comme chaque mercredi désormais entre 19h30 et 20h30, nous allons explorer les ténèbres et la lumière, j'espère, de la théorie des livres-jeux et probablement aussi dans un futur proche des jeux de rôle et même des connexions entre les livres-jeux et les jeux de rôle. Ça, c'est le must. Mais en attendant, on est toujours dans les livres-jeux. La séance prochaine, on va recommencer les campagnes de jeux de rôle, donc ce sera peut-être l'occasion de voir un peu de la théorie autour du jeu de rôle. Et probablement que je vais aborder ça sous l'aspect des connexions qui existent entre le livre-jeu et le jeu de rôle, hein, puisque ce sera une bonne transition. C'est tout de même la 5e édition de cette petite intro entre nous. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt bien. J'ai de bons retours et j'en suis très heureux parce que moi-même, j'adore faire ces petites intros. Pour rappel, nous avons un tableau noir en contrebas, juste en bas de ma tête. C'est donc le récapitulatif des termes spécifiques au jargon en usage dans l'étude des livres-jeux sur lesquels nous tombons régulièrement lorsque nous lisons et commentons un article entre nous. Aujourd'hui, je vais essayer d'aborder un format un peu différent. J'ai décidé de le rythmer un peu différemment et je vais alterner un peu de lecture et des petits extraits de vidéos. Alors il y aura un peu de tout, il y aura de l'ancien, du récent, du connu, du moins connu. Il y aura vraiment de tout et j'ai essayé de classer ça dans un ordre logique de sorte que nous puissions aborder notre thème du jour. Quelle approche scientifique pour les livres-jeux? Pourquoi cette question? Parce que, en ce moment, je trouve que l'étude des livres-jeux est en pleine ébullition, qu'il y a de plus en plus d'interventions, que ce soit par des universitaires ou des passionnés qui, à la base, par exemple, font des vidéos sur les jeux vidéo ou les jeux de rôle, et puis qui, d'un seul coup, décident de faire une vidéo nostalgique sur les livres-jeux. C'est de plus en plus courant. Et c'est surtout très intéressant de voir par quel angle on peut aborder ce sujet. En tout cas, il y en a plusieurs. Et dans le milieu scientifique, on va surtout aborder l'aspect, par exemple, narratologique. Moi, j'aime bien aborder l'aspect historique. Et il y a encore d'autres façons d'aborder l'origine et la nature des livres-jeux. Et ça, on va le découvrir ensemble aujourd'hui. On va pouvoir le commenter, en tirer peut-être certaines conclusions et voir dans quelle direction on pourrait s'aventurer à l'avenir dans les prochains streams, dans les prochaines petites intros entre nous. Et n'hésitez pas, surtout si vous, en regardant ces intros, que ce soit en direct sur la chaîne Twitch ou bien en différé sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à commenter, à donner vos idées, à réagir et à poser des questions ou voilà, à transmettre votre avis par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce que je lis, par rapport à ma propre analyse de ce que je lis ou de ce qu'on écoute. Voilà, c'est comme ça qu'on construit cette belle aventure actuelle qui est celle de la découverte finalement, de la naissance ce qu'on pourrait appeler une science du livre-jeu. Déjà, la science du jeu en elle-même est en train de se concrétiser.
hein. La science du jeu de rôle, elle est vraiment en plein essor. Et la science du livre-jeu, ben voilà, elle commence, elle est là, elle arrive, elle pointe le bout de son nez. Et quoi de plus normal que de s'y intéresser? En tout cas, pour ma part, c'est un sujet qui me passionne et je ne compte pas m'en priver ni vous en priver. Une petite gorgée pour la route. Par quoi vais-je commencer? Je réagis à un petit extrait, vous vous souvenez, de l'article dont vous êtes le héros, que nous avons mis 2 séances à éplucher. Je rebondis sur un tout petit extrait qui était une citation de Fibre Tigre. Vous vous souvenez, il y avait plusieurs intervenants dans l'article, des petites interviews comme ça, des petites citations de l'un et l'autre intervenant spécialiste du livre-jeu. Et ici, en l'occurrence, c'est une citation de Fibre Tigre, qui est auteur notamment de jeux de rôle et de livre-jeu, et qui nous dit: la question, c'est à quel moment passe-t-on dans la littérature non linéaire? Là, il s'agit d'un ouvrage avec des renvois de paragraphes antérieurs à 1967, parce qu'on était dans le contexte d'expliquer un peu ce qu'il y avait comme littérature interactive avant. Avant. Donc on parle de 67, on parle de Raymond Queneau, on parle de Un conte à votre façon. Mais c'est tout ce que je sais. C'était montré un peu nébuleux là. Les collectionneurs sont aussi des gens qui préservent le patrimoine. Le but est de sécuriser l'ouvrage, ce qui pourrait prendre du temps, et quand ce sera fait, on dira il y a une collection qui s'appelle ainsi et qui tombe dans le registre des livres dont vous êtes le héros. Mais en attendant, afin d'éviter la spéculation, on ne souhaite pas dévoiler le nom. De toute façon, je serais bien incapable puisque je ne le connais pas moi-même. J'avais commencé cette phrase en me disant ouais, s'il ne le connaît pas, c'est peut-être faux ou peut-être simplement voilà, qui brouille les pistes parce que c'est l'objectif de la manœuvre. Ici, on est dans une partie de l'article qui faisait référence donc à qu'est-ce qu'il y avait comme littérature interactive, comme type de livre-jeu avant les livres dont vous êtes le héros. Bon, il y en a un paquet, hein, il y en a un paquet, on le sait. Mais c'est vrai qu'avant les années 60, ça devient difficile de creuser la question. Et pourtant, on a des évidences, on a des pistes, on a des faits. Je vous en avais d'ailleurs parlé, je vous avais montré des articles qui dataient environs des années 2010 et qui montraient qu'il y avait bien connaissance sur le sujet et pas au point de dire oh non, on va pas vous dire ce qu'il y avait avant Raymond Queneau en 1967 parce que sinon les collectionneurs vont, enfin les spéculateurs, pardon, vont s'en donner à cœur joie pour faire vivre le marché occulte du livre-jeu et essayer de les dégoter pour les revendre à des prix horribles. C'est un peu ça l'idée. Alors, évidemment, c'est louable, hein, ce genre de manœuvre, mais bon, dans la mesure où il y a déjà des tas d'infos qui circulent sur le sujet, c'est peut-être un peu vain. Enfin, c'est mon avis. Alors, de quoi parlait-il? Je vous propose justement voilà, de switcher sur une vidéo de Fibre Tigre. Voilà. C'est une vidéo qui a été tournée il y a déjà quelques années. Ici, en tout cas, elle a été postée le 25 juillet 2018. Je ne sais pas si la conférence elle-même est antérieure. Et on va écouter Fibre Tigre, donc l'auteur de la citation de tout à l'heure, sur ce sujet-là, entre autres. Je vais encore radoter, je vais parler des livres dont vous êtes le héros, parce que effectivement à l'époque c'était important. Et ce qui est intéressant par rapport aux livres dont vous êtes le héros, c'est qu'aujourd'hui il y a une petite guerre dans ce mini-monde complètement particulier, parce qu'on a découvert des livres dont vous êtes le héros plus anciens que 1967. Et donc on est en train de sécuriser les collections, parce qu'on pensait que ça avait commencé en 1967, finalement il y en a des plus anciens. Et ce qui est très intéressant avec les anciens, et c'est aussi une leçon générale que je vous donne dans le cadre de votre travail, enfin une leçon générale, un conseil plutôt, c'est que, alors pourquoi on recherche ces vieux livres en tant que designer? C'est des livres qui n'ont pas survécu au darwinisme de la publication, c'est-à-dire c'est des livres qui sont tombés dans l'oubli parce qu'ils étaient mauvais. Ils étaient mauvais parce qu'ils n'avaient pas les bonnes techniques. Mais c'était une période de créativité extrêmement intéressante parce que les gens se sont dit on va faire de la littérature interactive. Ils ont essayé des choses inimaginables et ils se sont plantés. Et aujourd'hui, ça nous sert beaucoup parce qu'on trouve des schémas narratifs, on va en parler tout à l'heure, qui sont assez nouveaux. J'ai ça aussi d'une autre façon, c'est que créer un jeu indépendant intéressant aujourd'hui, il y a une méthode simple qui consiste à regarder les bons jeux des années 80 et les remettre au goût du jour. Et ça peut être très bien. Mais en général, les bons jeux que vous avez dans votre tête, Mopiti Island par exemple, en ce moment, avec Florent qui est là, on est en train de travailler sur une version un petit peu nouvelle revampée de façon procédurale de ce type de jeu de détective. Vous vous souvenez surtout des jeux qui ont réussi, mais il y a aussi des millions de jeux qui n'ont pas réussi.
Ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça veut dire que simplement, souvent, ils n'avaient pas une mécanique qui était adaptée à l'époque, mais peut-être qu'elle est bonne aujourd'hui. Voilà. C'est des platitudes générales, mais ça peut toujours Qu'est-ce être qu'il servi. raconte dans sa petite intervention? Bah oui, on est en train de sécuriser les collections. C'est étrange comme façon de voir les choses. Oui, peut-être qu'il y a des manœuvres, je ne sais pas, qui font que on cache des choses au grand public pour éviter que les spéculateurs ne s'en donnent à cœur joie. Oui, bon, alors qu'en fait, la théorie existe déjà, ne serait-ce qu'en anglais sur le sujet. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres choses, hein. Peut-être que l'année prochaine, on va apprendre, mon Dieu, un livre dont vous êtes le héros qui existait en 1921 et que bon, on ne sait pas, hein. On ne sait jamais, on peut rêver, mais j'ai quand même des doutes, hein. Je pense que ce qu'on sait actuellement sur le sujet en termes de paternité ou d'ancienneté plutôt, en termes de livres-jeux de littérature interactive, je pense que ce qu'on a à savoir, on le sait. Je pense pas qu'il y ait des connaissances cachées sur le sujet. Et bon, on va voir par contre pourquoi c'est intéressant aussi de se dire, d'étudier les mécanismes. Ce qu'ils disent qui est intéressant, on va étudier quand même les choses qui n'ont pas marché, les mécanismes qui n'ont pas marché. Alors, de là à dire que c'était mauvais, ça, je ne prendrais pas cette responsabilité-là. Je dirais pas que les livres dont vous êtes le héros ou les livres-jeux, les livres apparentés qui ont été écrits avant les années 60 ou avant les années 70, je dirais pas qu'ils étaient mauvais. J'en sais rien, je les ai pas tous lus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi certains, peut-être certains qui étaient plus proches du concept même du livre-jeu, c'est-à-dire vraiment de proposer une lecture ludique avec des aventures. Il y en a eu très peu, mais il y en a eu. En dehors de la littérature surréaliste, par exemple. Pourquoi n'ont-ils pas marché? Quelle était leur structure? Et pourquoi est-ce que peut-être que maintenant, comme le Fibretic dit, peut-être que maintenant, le même type d'ouvrage aurait bien fonctionné. Bon, ça, c'est une question, je veux dire, c'est difficile de répondre à ce genre de questions. On va plutôt voir par quel bout on commence pour analyser un livre-jeu. Qu'est-ce qu'on doit analyser finalement, sous quel point de vue, sous quel angle théorique, hein, on va s'y prendre pour analyser un livre-jeu, quel que soit son âge. Et là, je vous propose un petit extrait. On va retourner sur notre article scientifique, vous vous souvenez, celui qui proposait cette tournure très étrange, la fécondation réciproque des approches narratives et ludiques. On avait passé un petit moment à analyser rien que l'entête de cet article. Et là, je vous propose de passer directement au contenu même de l'article. On ne va pas le lire en entier. On va lire le début. Et on va voir, vous allez voir où je compte vous emmener. On a une citation, Picard 86. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je n'ai pas regardé Picard, ce que c'était exactement. Mais bon, dans la mesure où il n'existe encore aucune véritable science du jeu, donc on est en 86, où le jeu prend en écharpe toutes ses spécialités, où surtout il est possible de lui assigner un objet rigoureusement spécifique. Il semble tout à fait légitime sur le plan épistémologique, c'est-à-dire le plan critique de l'étude elle-même, de situer la lecture littéraire dans le cadre d'une future ludologie générale. Est-ce qu'on doit comprendre là qu'il y a une idée de se dire que finalement, la littérature, le fait de lire, la lecture littéraire, il y a quelque chose de ludique là-dedans? Est-ce qu'il faut en déduire ça? Bon, c'est jamais qu'une citation, hein, ce n'est pas le propos, de l'article. L'article qui est donc, j'ai oublié de le dire, de Boris Solinsky dans la revue Sciences du jeu, qui est donc une revue scientifique. Si les études du jeu se sont en partie construites contre la narratologie, c'est sans doute parce qu'elle lui emprunte beaucoup. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que la narratologie, hein. Je mets un niveau, pas de jugement sur les connaissances de tout un chacun. La narratologie, l'étude de la narration, l'étude de la structuration du récit, et de la manière dont ce récit est articulé, sous toutes ses formes, et la manière aussi dont le lecteur reçoit ce récit. Voilà. C'est aussi des notions de communication, par exemple. Ça peut être des notions de littérature, tout simplement, voilà, l'étude de la structure du récit et de sa relation avec le lectorat. On peut appeler ça la narratologie. Donc si elles se sont en partie construites contre la narratologie, c'est sans doute parce qu'elles lui empruntent beaucoup. L'espace déployé par le terrain de jeu, ne prenant corps qu'au fil du temps déroulé par la partie,
espace et temps s'entremêlent dans l'expérience ludique. Alors que les théories de la lecture se revendiquent volontiers comme ludiques, la ludologie, donc l'étude du jeu, gagnerait à leur rendre là pareil. Car c'est à la frontière de la lecture et du jeu qu'il est possible de distinguer le moment où l'une devient l'autre. La lecture devient jeu ou le jeu devient lecture. De même que l'ethnologie, donc l'étude des peuples, l'ethnologie, a montré comment les peuplades qui vivent en marge du monde moderne peuvent nous en apprendre davantage sur nous-mêmes, de même, les marges du jeu sont susceptibles de mettre en lumière la cristallisation des éléments ludiques. C'est bien complexe. On la relira. Qui lui donne sa fonction récréative. Fonction récréative du jeu. Donc forcément, le fait que le jeu est une activité qui vise au délassement, à la récréation, donc au sens strict du terme. Pour ce faire, une piste possible est d'étudier à travers les livres-jeux les effets du ludique sur la narration et réciproquement. D'où la fécondation réciproque. Là. Les effets secondaires de la première, donc de la narration, de la première, sur le second, ce que l'anglais nomme effet de bord ou side effect. Pour ce faire, une piste. Ah oui, donc la phrase. Je relis ma phrase pour être plus nette. Donc, c'est pour ce faire, une piste est possible d'étudier à travers les livres-jeux les effets du ludique sur la narration réciproquement, les effets secondaires de la première sur le second, ce que l'anglais nomme effet de bord. J'ai l'impression quand même que cette phrase est bancale. Mais enfin, soit. Car aucune forme littéraire ou ludique n'a aussi étroitement mêlé jeu et narration. La marge étant ici indissociable de leur hybridation, et alors il plaisante entre parenthèses, il met non, comme pour dire de leur hybridation ou de leur non-hybridation. Parce que s'il y a lieu de parler d'hybridation, c'est qu'il y a deux choses au départ qu'on a mélangées pour créer un hybride. Mais si c'est au final, si ça revient à parler de la même chose, si au final, quand on parle de lecture, on parle d'un jeu, on parle du ludisme, finalement, est-ce qu'on a une hybridation ou est-ce qu'on a quelque chose finalement qui de facto est par nature jeu et littérature? Vous voyez ce que je veux dire? À quel moment le livre-jeu bascule-t-il du livre vers le jeu réciproquement? Alors, Erving Goffman nous donne un indice. Voilà, une citation d'Erving Goffman de 91. Jouer, qu'il s'agisse de se battre ou de jouer aux dames, c'est, pour les participants, toujours jouer. Si la transformation systématique opérée par une modalisation n'altère que légèrement l'activité en question, elle modifie en revanche radicalement la définition qu'un participant pourra donner de ce qui se passe. On peut certes mettre en scène un combat ou une partie de dames, mais pour les participants, la seule chose qui se passe réellement, c'est le jeu. La fonction cruciale d'une modalisation, c'est donc de définir ce qui pour nous est en train de se passer. Alors, on sent venir le problème de la langue française sur le mot jeu, et qui est peut-être résolu en partie par l'anglais quand il distingue le game et le play, l'activité de jeu, le jeu matériel et l'action de jouer. Quoi. Par ce constat, le sociologue américain propose une explication à son modèle de la modélisation. Le jeu n'est pas une forme qui peut être définie, mais une fonction. Ce qui pour nous est en train de se passer. Qui peut prendre n'importe quelle forme. Il s'agit donc d'une approche ludologique, puisqu'elle considère moins le jeu que le processus de compréhension qui nous fait le reconnaître comme tel. C'est-à-dire le ludique en tant qu'approche plutôt qu'objet d'étude. Donc on est bien dans l'approche. Où la marge devient le lieu à même de dénouer la part de l'une, la ludologie, de celle de l'autre, la narratologie. Là, ça devient chaud. La marche devient le lieu. C'est un peu bizarre comme façon de parler. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Nous nous proposons ainsi d'aborder la lente maturation des livres-jeux de façon à la fois historique et fonctionnelle, à travers l'approche propre à chaque auteur en résonance avec son époque. Et donc là, on a l'idée, finalement, d'étudier le livre-jeu, et après la suite, ça va être titré l'approche narrative. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, nous nous proposons ainsi d'aborder une lente maturation des livres-jeux de façon à la fois historique et fonctionnelle, à travers
l'approche propre à chaque auteur en résonance avec son époque. Donc, forcément, le livre-jeu de 1930, le livre-jeu de 1941 ou de 67 n'a pas la même résonance avec son époque. Il n'est pas écrit peut-être dans le même but. Qu'est-ce qu'il y avait comme facilitateur à l'époque pour que ce genre d'idée d'écrire un récit interactif germe? Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des auteurs à ce moment-là? Qu'est-ce qui a pu passer? Pourquoi est-ce que le sorcier de la montagne de feu est né? On l'a vu dans les articles, dans l'article dont vous êtes le héros, parce que au départ, il fallait expliquer Donjons et Dragons. Il fallait qu'on explique au grand public comment fonctionnaient Donjons et Dragons, et au final, on a écrit tout autre chose, à savoir le premier livre-jeu doté de règles spécifiques assez voisines de celles que pouvait proposer un jeu de rôle. Parce que c'était voilà, la résonance avec l'époque. C'était l'époque de Donjons et Dragons. Donc sans Donjons et Dragons, il n'y aurait pas eu Sorcier de la Montagne de Feu. Il n'aurait pas existé. Pareil, sans les surréalistes, sans l'ambiance littéraire et artistique qui a mené au surréalisme, on n'aurait pas eu Raymond Queneau à Conte à votre façon, on n'aurait pas eu Marel de Cortázar ou que sais-je. On n'aurait pas eu ces choses-là. Donc, l'approche historique, qui est une approche que j'affectionne, bah ici, elle a son poids. On va dire, c'est quand même important de remettre le livre-jeu dans son contexte historique. Et moi, la question que je me pose, c'est finalement tous ces anciens livres-jeux, on va y revenir, hein, parce que dans la progression, vous allez voir, on va voir les fameux livres-jeux dont Fibretic ne voulait pas parler pour sécuriser les collections. On va les voir défiler tous un à un, et moi, la question que je me pose, c'est finalement, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un lien de cause à effet du premier au suivant, ou est-ce que ce sont des coïncidences comme ça que l'histoire littéraire nous a offert? Est-ce que ce sont des coïncidences, ou est-ce qu'il y a vraiment un lien, une histoire logique, chronologique, vraiment dans le processus d'élaboration du livre-jeu? Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant aussi dans l'approche ici? Voilà. Il y a donc une approche, ça je pourrais le noter sur le tableau noir, il y a l'approche ludologique, l'approche historique et l'approche fonctionnelle. À quoi sert le jeu? On va peut-être prendre le temps de noter ça sur le tableau noir, comme ça on souffle un peu. Si vous chopez des expressions en cours de route auxquelles je ne prête pas attention, dites-moi, hein, moi je les rajoute. Hein. Les approches. Vision ludologique. Narrative fonctionnelle. C'est parce que ça en prend beaucoup, l'espace déployé par le terrain de jeu ne prenant pas. Alors que les théories de la lecture se revendiquent volontiers comme ludiques. Oui, ce qui est intéressant à retenir, c'est le fait que dès le départ, dès l'étude littéraire, l'étude des littératures, on a cet aspect finalement du ludique. Pourquoi écrit-on de la littérature? C'est un peu la même question, donc pourquoi fait-on de l'art? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension ludique là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension de distraire un public, un lecteur? Et ici, dans le livre-jeu, à quel moment est-ce qu'on quitte cette sphère de la littérature pour atterrir pleinement dans le ludique? Ou est-ce que quelque part, elles ne sont pas tellement intimement liées que finalement, on ne la quitte jamais? C'est ça la grande question. Je me souviens, j'avais un prof de français, c'était dans des études supérieures, qui disait, qu'on parlait du livre-jeu, et moi je lui disais, mais c'est un livre. Avant tout, avant d'être un jeu, pour moi c'est un livre. Je ne parle même pas de littérature ou d'écriture, je parlais de l'objet, et je disais c'est un livre. Point. Et lui il me répondait, mais non, c'était d'abord un jeu. Et je disais, mais non, c'était d'abord un livre. Et on n'en finissait pas, et on tombait jamais d'accord. Et c'est le même combat pour le jeu de rôle, dans les bibliothèques. Parfois, il pouvait y avoir des difficultés à s'approvisionner en jeu de rôle. Pourquoi? Parce que, ah, mais c'est pas une ludothèque, on va pas acheter les jeux. Ou pareil pour la ludothèque, qui fait que s'approvisionner en jeu. Quand elle essaie de s'approvisionner en jeu de rôle, on lui dit, mais attends, oui, mais attends, t'es une ludothèque, tu dois louer des jeux, pas des livres. Et donc là, on a un serpent qui se mord la queue, où on a cet objet jeu de rôle ou Livre dont vous êtes le héros, qui est un livre ou un jeu. Et finalement, il n'y a personne qui est d'accord sur la question. C'est un peu rigolo. Pourquoi je dis c'est d'abord un livre? Parce que moi, je me base sur un fait objectif.
Voilà, qu'est-ce qu'on trouve sur un livre? Un code ISBN, c'est un livre. Point final. Voilà. Moi, en termes d'objet, matériellement parlant, c'est un livre. Après, est-ce que c'est de la littérature ou est-ce que c'est plus du jeu? Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est autre chose, une autre question. Et parfois, même dans les articles scientifiques, parfois on trouve ce manque de nuance entre livre et littérature. Parfois, on prend l'un pour l'autre. On parle de livre alors que on veut dire littérature. Ça, c'est quand même grave. Enfin bon. Donc ici, on a un article qui va explorer l'approche narrative. Et l'approche narrative, c'est quoi? C'est l'étude de la structure du récit, donc avec ses embranchements. Ici, vous voyez un petit plan, par exemple, avec des petits numéros. C'est l'arbre des possibilités de un conte à votre façon. Je pourrais vous en montrer un plus joli que celui-là, parce que celui-là, il est un petit peu nébuleux, mais il y, il y en a des plus jolis. Et parce qu'un conte à votre façon, ça, je l'ai lu déjà un moment. C'est un très petit récit. Si vous voulez, on le lira une fois. Si on a du temps en fin de stream, on pourrait le lire. Il fait même pas 10 pages. C'est ridicule. Il fait 21 paragraphes. C'est l'histoire des 3 petits pois. Ouais. On pourrait voir une expérience interactive en direct sur un des pionniers de la littérature interactive. Ça pourrait être sympa. Donc, on va lire encore un petit peu un petit paragraphe de cette fameuse approche narrative. Parce que moi, je l'aime bien aussi, cette approche narrative. L'approche ludique est issue de celle littéraire qui, pour introduire un peu de jeu dans le modèle narratif, contrarie le paradigme littéraire, où le lecteur tente d'anticiper ce qu'a préparé pour lui l'écrivain. Là, il cite Baroni, la tension narrative, on pourra y revenir un jour aussi sur celui-là. En effet, le livre-jeu innove en inversant la position de l'écrivain et du lecteur. L'écrivain essaye de prévoir les désirs du lecteur en lui proposant diverses alternatives, alors que ce dernier prend les rênes de la narration, dont il est de fait le co-créateur. Est-ce qu'il est le co-créateur? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce terme, parce qu'il ne crée pas la narration. La narration, elle est déjà là, elle est présente dans le... Mais co-créateur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un terme moins brutal que co-créateur? Enfin, je ne sais pas, on pourrait y réfléchir. Puisqu'il en choisit le déroulement. Il est peut-être co-narrateur à la rigueur. Mais... La forme narrato-ludique, on va le noter ça, la forme narrato-ludique reflète ainsi bien des contradictions de ces composants narratifs et ludiques dont Jorge-Luis Borges, l'écrivain surréaliste, pose les contraintes et les potentialités de leur hybridation en imaginant en 1941 un livre à l'image d'un labyrinthe, c'est le jardin aux sentiers qui bifurquent, où peuvent être distingués pour la première fois le livre et l'histoire qui en émerge. Alors, là, on est en 1941. Donc, on est 26 ans en arrière avant un conte à votre façon. Hein. Dans toutes les fictions, c'est un extrait donc, de Borges. Mais par contre, c'est un truc que Borges a écrit en 83. Donc, c'est pas un extrait de 41. Dans toutes les fictions, chaque fois que diverses possibilités se présentent, l'homme en adopte une et élimine les autres. Dans la fiction du presque inextricable Tsui-Pen, il les adopte toutes simultanément. Il crée ainsi divers avenirs, divers temps qui prolifèrent aussi et bifurquent. Cette trame de temps qui s'approche, bifurque, se coupe, ou s'ignore pendant des siècles, embrasse toutes les possibilités. De là, les contradictions du roman. Fang, disons, détient un secret. Un inconnu frappe à sa porte. Fang décide de le tuer. Naturellement, il y a plusieurs dénouements possibles. Fang peut tuer l'intrus. L'intrus peut tuer Fang. Tous deux peuvent être saufs. Tous deux peuvent mourir, etc. Dans l'ouvrage de Tsui-Pen, tous les dénouements se produisent. Chacun est le point de départ d'autres bifurcations. Parfois, les sentiers de ce labyrinthe convergent. Bien entendu, ce labyrinthe littéraire n'est pas détaillé par Borges, qui se contente d'en évoquer les principes séduisants. Si un tel livre existait, c'est le lecteur qui devrait choisir entre les différentes alternatives et ses différentes potentialités afin de composer son expérience. En un mot, ce livre serait illisible parce qu'il faudrait le jouer. Le labyrinthe est ainsi la métaphore des multiples possibilités qui convergent vers un cheminement unique, celui qui permet d'en sortir et qui n'est autre que l'expérience du lecteur qui le dénoue. On va s'arrêter là pour cet article-là, cette fois-ci. Ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est le rapprochement, la métaphore du labyrinthe.
ça vous évoque rien, parce que Le Sorcier de la Montagne de Feu, 1982, c'est-à-dire 41 ans plus tard, quarantaine d'années plus tard, quoi, c'est quoi? C'est un labyrinthe. Le Sorcier de la Montagne de Feu, sa structure narrative, c'est un labyrinthe. Quand on analyse même le schéma des paragraphes, bah, on voit, oui, narratologiquement parlant, sa structure d'arborescence, elle est labyrinthique. Elle est faite pour se perdre. Comme si ils avaient imaginé d'emblée que la meilleure façon d'écrire ce type d'ouvrage, c'était de faire un labyrinthe. Comme si c'était évident. Et Borges, il fait allusion lui-même. Il n'a pas écrit réellement un ouvrage comme ça, mais il a cette idée de possible, de choix. Il fait référence plutôt aux questions, je veux dire, aux dilemmes ou aux dilemmes moraux, aux questions philosophiques qu'on peut se poser tous les jours. On fait des choix tous les jours. Hein, comme l'adage le dit, choisir c'est renoncer, bah, c'est vraiment ça. C'est l'aptitude de l'être humain à faire des choix et à se questionner sur ces choix. Là, on tombe carrément dans la philosophie. Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir une approche philosophique de l'étude des livres-jeux? Ça, j'en ai pas encore trouvé. Mais si on gratte un peu, je serais pas étonné de trouver un truc sur le sujet. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi étudier, voilà, l'approche morale, entre guillemets, je vais loin, mais oui, éventuellement, l'approche morale, donc philosophiquement parlant. Ça, je vais le noter en pour-mémoire. J'avais une expression que je voulais noter, c'était la forme narrato-ludique. Ça, je vais le noter au tableau noir. Je retrouve mon petit tableau, le voilà. J'avais encore une autre idée. Ça, moi, je suis spécialiste pour avoir des idées et puis après les oublier aussitôt. Ça, c'est ma grande spécialité. Donc, si, si vous vous rappelez mieux que moi ce que j'ai dit moi-même, ça peut être très utile. J'avais envie de noter, c'était un pour-mémoire. Je disais, c'était par rapport au labyrinthe. C'était l'étude philosophique, c'est ça, l'approche philosophique. L'approche philosophique. Philosophique, et je vais mettre un point d'interrogation pour bien se rappeler que c'est moi qui ai posé cette question, c'est pas un terme qu'on a vu dans un article. Est-ce qu'on n'a pas un autre terme scientifique ou du jargon qui serait intéressant? Co-créateur. Co-créateur de la narration. Ouais, on va noter ça. Lecteur, aussi banal que ça puisse paraître. Écrivain, lecteur, aussi banal que ça puisse paraître, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Parce qu'au-delà de la fonction d'écrivain, moi, je perçois une fonction qui est celle du scénariste. Et c'est pas anodin pas forcément de distinguer les deux, mais en tout cas de parler de cette notion en vis-à-vis. Donc, écrivain, lecteur et co-créateur de narration. C'est en allant fouiller dans toutes sortes d'articles, dans toutes sortes d'approches, qu'on tombe sur des façons de penser. C'est ça, les mots, c'est vraiment, c'est donner des mots à quelque chose, c'est élaborer finalement une façon de penser, c'est orienter une façon de penser d'une sorte plutôt que d'une autre. Et c'est ça qui est intéressant, de combiner toutes les différentes façons de penser pour essayer d'en faire une synthèse et de voir si on peut déboucher sur quelque chose d'intéressant en termes d'études, en termes d'analyse. Bon, je suis peut-être le seul à me masturber intellectuellement sur ce sujet, mais non, je pense pas, parce il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul. Suite à ça, est-ce qu'on n'irait pas un peu voir ces fameux ouvrages antérieurs à Raymond Queneau, à Conte à votre façon? Est-ce qu'on n'irait pas voir à quoi ils ressemblent? Je vous propose une petite vidéo de Parlons Univers, qui a sorti une vidéo sur le livre dont vous êtes le héros, qui est très bien faite. Moi, je vous la recommande. Moi, je l'ai trouvée très chouette à écouter, à regarder. Et je vous propose donc d'écouter son approche historique, chronologique, de l'histoire donc des livres dont vous êtes le héros. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis pour un épisode dédié aux livres-jeux. Je croyais qu'on parlait des livres dont vous êtes le héros. Alors en fait, le nom officiel de ce style de bouquin c'est livre-jeu, ce qui est jamais passé dans la culture populaire.
Contrairement au titre à rallonge de livre dont vous êtes le héros, qui ne désigne pas le style du bouquin, mais une marque spécifique de livre-jeu. Ok. Avant toute chose, je tiens à préciser que cet épisode peut être considéré comme une suite de la vidéo sur les jeux de rôle. Par conséquent, je vais réutiliser certains termes que j'ai déjà explicités dans le dit épisode. Donc si vous voulez être bien à jour, je vous conseille de revisionner la vidéo, dont le lien est en description. Je suppose que tu vas nous dire qu'en fait le livre-jeu c'est super ancien et que ça a été modifié un paquet de fois avant d'arriver à sa forme actuelle. Igor, nouveau design. Bah... ouais. C'était totalement inattendu, mais pour répondre à ta question, j'irai pas jusque-là. Évidemment, il y a une notion qu'il sera obligatoire de comprendre pour bien appréhender le milieu du livre-jeu. Et cette notion, c'est l'interactivité. Interactif, qui permet une interaction, qui permet un échange aisé entre l'utilisateur d'un ordinateur et la machine, notamment par l'intermédiaire de l'écran. Interaction, action ou influence réciproque qui peut s'établir entre deux objets ou plus. En gros, l'interactivité, c'est le fait d'avoir un élément, généralement un ordinateur ou une console, avec lequel vous pouvez directement agir sur son contenu. Le premier exemple d'interactivité auquel on peut penser, c'est la souris. Grâce à elle, vous pouvez déplacer un curseur et donc influer sur le fonctionnement de l'ordinateur. Mais là, on se focalise sur des œuvres interactives. La plus évidente étant, bien évidemment, le jeu vidéo, dans lequel vous utilisez une manette, ou le combo clavier-souris, pour participer à l'histoire. La victoire éclatante ou un échec cuisant ne dépendant, en théorie, que de vous. Parmi le genre vidéoludique, certaines œuvres sont même qualifiées de films interactifs, en raison d'une jouabilité très restreinte et essentiellement limitée à des choix. Il arrive même que certaines séries et films utilisent ce concept, permettant à leurs spectateurs d'avoir une influence sur le déroulé de l'œuvre. Et oui, il y a aussi des pornos qui utilisent ce concept. Et je vous avoue que celui-là, je l'avais pas vu venir. Revenons-en au sujet principal. Grosso modo, le principe d'un livre-jeu, c'est de nous proposer une histoire interactive, et donc de laisser au lecteur le choix de certaines actions. On pourrait considérer que le premier livre-jeu n'était autre qu'un petit texte inventé en 1891 par Mary McKay, autrice un chouïa plus connue sous le pseudonyme de Marie Corelli. Un chouïa plus connu, j'ai dit. Et qui s'achevait par un double choix, Climax 1 et 2. Mais peut-on vraiment considérer ça comme le premier livre-jeu ? J'en doute. Il a pu être une source d'inspiration, mais un ancêtre officiel... Ouais. Non, parce que si c'est le cas, on peut tout autant considérer que la série Haute Tension de Chris Archer appartient au genre des livres-jeux, parce qu'un des derniers chapitres du dernier livre nous propose une version alternative d'un cauchemar. Il faudra patienter jusqu'en 1930 pour voir apparaître ce qu'on peut considérer comme le premier véritable livre-jeu, écrit à deux mains par Doris Webster et Mary Halden Hopkins. Consider the Consequences, dont je ne pourrais pas vous faire une description bien intéressante, le bouquin n'étant jamais arrivé sur le territoire français. Et oui, on peut considérer que le livre-jeu a été inventé par des femmes. Il y a bien eu au début quelques premières variations du thème, mais pas nécessairement dans l'optique d'en faire une vraie histoire interactive. Contrairement à la première adaptation française par Raymond Queneau, avec son fameux Conte à votre façon en 1967. Mais le fondateur officiel, entendez par là le créateur du genre du livre-jeu, reconnu comme tel par l'histoire, c'est Edward Packard. Son... Ok. Edward Packard, effectivement, donc auteur de Sugarcane Island, je peux peut-être laisser... Son premier livre, Pour la Sugarcane vidéo. Island, écrit en 1969, il l'a imaginé en cherchant des histoires à raconter à ses enfants pour les mettre au lit. Après bon nombre de refus chez d'autres éditeurs, le bouquin sera finalement publié chez Vermont Crossroad Press, qu'on va tout de suite appeler VCP pour pas s'emmerder, où il sera catalogué sous le nom d'une toute nouvelle série, The Adventure of You. Ces deux ouvrages suivants, à savoir Deadwood City et The Third Planet from Altair, seront quant à eux édités par Lippincott, mais ne trouveront pas un énorme succès. De son côté, Raymond Almiran Montgomery Jr., cofondateur de VCP, se trouve inspiré par l'idée et écrira lui-même quelques tomes sous l'égide de The Adventure of You. Cependant, il revendra ses parts de VCP et finira par se retrouver chez l'éditeur Bantam Books, où il retrouvera, sacré coup de chance, Edward Packard. Les deux vont s'associer et recréer les Adventure of You sous une autre bannière, appelée Choose Your Own Adventure. Donc là, condensé d'histoire très rapide, où les événements s'enchaînent comme s'il y avait un lien entre chacun. Pour ce qui est des Choose Your Own Adventure, effectivement, d'Edward Packard, là, effectivement, là, on commence à avoir une structure dans l'ordre chronologique, on commence à avoir des choses qui se répercutent dans le futur et dans l'histoire du livre-jeu, ça c'est tout à fait vrai. Je pense, c'est vrai que la date, pour moi, je suis assez d'accord pour dire que la date
qui fait loi, on va dire, dans le début de l'histoire du livre-jeu au sens classique du terme, c'est clair que pour moi, je pense que c'est 76, je crois, la date de parution de Sugarcane Island, qui a été écrit bien avant, mais qui n'est paru que des années plus tard. Là, en termes de livre-jeu classique, c'est une date qui fait loi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives de livre-jeu assez classiques avant. Pas du tout. Et c'est ça qu'on va voir en exploitant une prochaine vidéo. Ici, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'était, je le remets un petit peu juste avant, c'était la seule source d'information que je connais qui fait référence Premier livre-jeu cette n'était personne. autre qu'un petit texte inventé en 1891 par Mary McKay. Mary McKay, 1891, alors que tout le monde s'arrache les cheveux autour de 1930 et les années 30, les pièces de théâtre et les voilà. Mary McKay, 1891. Juste parce que à la fin de son texte, il y a Climax 1, Climax 2. Ouais, comme il dit, il tourne un peu le sujet en dérision en disant ouais, mais alors à ce moment-là, tous les ouvrages où on propose de choisir entre deux fins ou quoi que ce soit, ça devient des livres dont vous êtes le héros ou pas. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est la date, c'est 1891, c'est de se dire, mais finalement, jusqu'où remonte la pulsion créative, jusqu'où remonte cette idée de vouloir jouer avec le texte. Ça rejoint cette idée qu'on développe dans l'article que j'avais commencé à lire, l'article scientifique, le point de vue narratologique, ça rejoint l'idée que peut-être, dès le départ, la littérature s'inscrit dans une forme de ludisme. Et que peut-être cette dérive est facilitée. Voilà. Est-ce que c'est pas l'humain aussi qui a un besoin comme ça de jouer, de se détendre, de s'amuser? Est-ce que ça vient pas tout simplement de choses élémentaires, comme celle-là? Mais je vais le noter, 1891, Mary McKay, c'est quelque chose de surprenant. En tout cas, c'est la seule vidéo, comme je disais, c'est la seule source d'information, à ma connaissance, qui mentionne cette personne. Je n'avais jamais entendu son nom avant. On continue notre petit périple. Donc, on est de nouveau dans l'article. Et là, est-ce qu'on reparlerait un peu de Raymond Queneau? Parce que je pense que l'article, en tout cas, ne va pas avant. Il parle de quelques expériences qui viennent d'avant. Mais il commence par Raymond Queneau. En 1967, Raymond Queneau, dans le cadre des expériences oulipiennes, savoir l'Oulipo, c'était le nom d'une société qu'il avait fondée, qui c'est un acronyme, ça veut dire quelque chose, je ne sais plus, l'ouvroir de littérature, je ne sais plus quoi, c'est un truc comme ça, ouvroir de littérature, ça je suis sûr, et puis je ne sais plus ce qui va après. Propose une solution au problème imaginé par Borges en s'inspirant du jeu de loi à travers l'histoire fantaisiste des 3 alertes petits pois. Il existe un parcours meilleur que les autres, qui ne sont que des accidents. Et les choix n'en sont pas vraiment, puisque les alternatives qu'ils tranchent sont évidentes. Désirez-vous connaître l'histoire? Ça, c'est la première question qu'il pose. Ça commence comme ça. Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois? Ou préférez-vous une autre description? Le manque de coopération de la part du lecteur étant sanctionné à plus ou moins brève échéance par la fin du conte. Je crois que c'est une histoire de 4 paragraphes. Je crois que le conte dure quand même 4 paragraphes parce qu'il repose la question. Est-ce que vous voulez l'histoire? Alors, vous voulez peut-être l'histoire des 3 grands échalas? Allons, tu préfères peut-être l'histoire des 3 petits arbustes ou je sais plus quoi. Et puis, tant qu'on dit non, forcément, on arrive à la fin et l'aventure se finit en 4 paragraphes. Alors, sans doute, parce que, à l'instar de Borges, que seule l'idée de la potentialité intéressait, parce que lui, il était dans la réflexion du pouvoir du narrateur, du pouvoir du lecteur. Sans doute parce que un réseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et parallèles, cette trame de temps qui s'approche, bifurque, se coupe ou s'ignore, embrasse toutes les possibilités. Ça, c'est Borges, 1983. Raymond Queneau vise à représenter la potentialité, l'absurdité du propos, ne faisant que souligner
en creux la priorité donnée à l'innovation formelle à laquelle il se livre. Donc ce qu'on dit, c'est que les expériences de littération, donc c'est comme ça que j'aime bien, moi j'aime bien dire littération, littérature interactive, on simplifie. Les expériences littératives des années 60, des années 40 à années 60, donc dans la période qu'on peut qualifier de surréaliste au niveau de la littérature, on insiste, c'est pas tant la forme narratologique, la structure en arborescence qui plaît et qui pose question, c'est plutôt la potentialité, comme ils disent. Le fait, les possibles, les différentes possibilités, on est quasiment dans la philosophie. Quels sont les possibles de l'histoire? Quels sont les possibles nos possibles à nous? Jusqu'où on peut aller? On va aller savoir jusqu'où les auteurs surréalistes ont voulu questionner le lecteur. Hein. Moi, je ne suis pas né à cette époque, je ne suis pas dans le bain de cette époque-là. J'ai lu un peu de surréalisme, mais pas plus que de raison. C'est pas parce que je suis belge que je connais Magritte que tout de suite je comprends tout au surréalisme. Mais une chose est sûre, c'est que à cette époque-là, c'est pas la structure qui prédomine, c'est pas l'idée de structure en arborescence, c'est l'idée de donner plus de possibilités. Au lieu d'ouvrir les possibilités. Peut-être que c'était une époque où on se sentait à l'étroit, je sais pas. Hein. C'est une réflexion comme ça. Je note les potentialités, les possibles sur notre tableau noir. Potentialité, possible, surréalisme. Voilà. On en fera quelque chose un jour de tous ces mots, vous savez. On en fera quelque chose. Alors, cet article, il est intéressant à commenter, quoi, évidemment, parce que le lire juste comme ça n'a pas d'intérêt. Il faut un peu prendre le temps de le décrypter. N'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à commenter si surtout ça vous maintient éveillé aussi. Hein. Si vous êtes en train de vous endormir, tapez sur le clavier, ça peut tout de suite vous donner l'étincelle de vie comme ça. Un petit mot croisé, mais oui, un mot croisé. Ça, j'aime bien, moi, faire des mots croisés. Un petit mot croisé. Oh, il est déjà 20h28. Ouh là là là, je suis en retard sur mon planning. Je suis en retard, ok. On va faire un peu moins de lecture et un peu plus de vidéo. Donnez-moi 10 minutes pour clôturer mon sujet. On va passer à la vidéo suivante, parce qu'elle est raccord. On fouille un petit peu plus l'histoire, on la présente d'une autre façon. Les différents livres-jeux qui existent à ceux qu'on connaît, aux classiques. Hein, on va le voir d'une autre manière. Là, c'est Nostalgeux 2000. Qui parle donc des origines des livres-jeux. J'ai aussi trouvé cette vidéo très chouette. Je vous partage ça tout de suite. En réalité, les origines du livre-jeu remontent à bien plus loin dans le temps. En effet, dès les premières traces d'écriture en moins 3500 avant notre ère en Mésopotamie, on retrouve des tentatives de récits interactifs. Non, je déconne. Bon, plus sérieusement, on peut quand même remonter un peu plus loin dans le temps que ce que j'aurais imaginé avant de me pencher sérieusement sur la question, c'est-à-dire au début du siècle dernier quand même. Alors d'abord, il faut savoir que les universitaires qui étudient l'histoire et le développement, parce que, oui, il existe des gens tout à fait sérieux qui étudient, font de la recherche et publient sur le sujet. Ne vit-on pas une époque formidable ? absolument, c'est complètement la revanche des geeks et je pense qu'ici, il y en a pas mal d'entre nous qui s'en réjouissent. Et donc je disais que les universitaires qui étudient l'histoire et le développement de ce genre littéraire ne sont pas tous complètement d'accord sur les origines, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a un consensus autour du premier tiers du XXe siècle. On commence donc en 1930 aux États-Unis avec un ouvrage écrit par deux femmes, Doris Webster et Mary Alden Hopkins, intitulé Consider the Consequences. Celui-ci fait donc clairement l'unanimité en termes de paternité, de récit interactif, et commence de la manière suivante. La vie n'est pas une ligne continue du berceau à la tombe, il s'agit plutôt de nombreuses lignes courtes, chacune se terminant par un choix et se ramifiant à droite et à gauche vers d'autres choix, comme un bouquet d'algues ou une généalogie. Les deux autrices présentent leur ouvrage comme une sorte de jeu de société auquel on peut jouer seul ou à plusieurs et proposent donc de véritables embranchements dans son récit. Bien entendu, les thèmes ne sont pas vraiment ceux que nous retrouverons en majorité 50 ans plus tard, ici pas de fantasy ni de science-fiction, mais l'histoire de trois personnages aux préoccupations bien de leur temps, le mariage, le couple, l'ennui, l'alcoolisme. N'oublions pas que nous sommes quand même en plein cœur de la Grande Dépression.
Ensuite, en 1935, petit pas de côté avec The Night of January the 16th, un récit interactif sous forme de pièce de théâtre écrite par Ayn Rand. Et ici, la proposition faite au public est assez innovante puisqu'il s'agit d'assister à la pièce et à la fin de celle-ci, voter en tant que jury et décider si l'accusé est coupable ou innocent. Puis, dans les exemples un peu plus célèbres, l'œuvre de Georges-Louis Borges, bien connu pour Les Jardins des Sentiers qui bifurquent notamment, dans lesquels il aborde déjà les thèmes des embranchements, des choix et des alternatives possibles, et dans lequel il construit son récit selon plusieurs angles de lecture possibles. Mais c'est surtout dans son texte de 1941, Examen de l'œuvre de Herbert Quint, dans lequel on découvre qu'il existe des sortes de passages au sein même du texte et que la lecture classique, linéaire, de A à Z, du début à la fin, n'est pas celle qui finalement révèle le plus de choses du récit. Bon là on est clairement dans l'expérimentation littéraire, mais on avance petit à petit et l'année qui suit, en 1942, paraît Treasure Hunt, un ouvrage de Alan George et Susan French. Ici, on a à chaque fois une page de texte et une image correspondante qui joue parfois le rôle de simple illustration, mais qui très souvent sert aussi à trouver des indices pour ensuite choisir son chemin et avancer vers la prochaine page. Mais figurez-vous que chez nous aussi, les expériences littéraires et ludiques ont bel et bien existé, et finalement, qui de mieux placé que Raymond Queneau pour tenter ce genre de bizarrerie ? C'est ce qu'il fait en 1967 dans Un conte à votre façon, parfois qualifié de récit arborescent ou encore de récit à déroulement multiple. Ce conte débute par la phrase « Désirez-vous connaître l'histoire des 3 alertes petits pois ?» et 2 propositions, si oui, passez à 4, si non, passez à 2. En tout, c'est 21 options qui sont proposées au lecteur au cours de ce petit conte. C'est court, mais on est clairement dans le récit interactif. Et finalement, on retourne aux États-Unis en 1969 lorsque Edward Packard écrit un ouvrage intitulé Sugarcane Island, qui est finalement publié en 1976 et qui deviendra le premier tome de The Adventure of You. Ensuite, c'est R.A. Montgomery qui signe le 2e tome de cette série, puis il passe chez un nouvel éditeur, Bantam Books, où il signe un contrat pour 6 livres d'une collection intitulée Choose Your Own Adventure, qui sera traduit chez nous par un livre dont vous êtes le héros. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est monumental erreur, comme dirait Schwarzy. Non. Choose Your Own Adventure n'a pas été traduit par un livre dont vous êtes le héros. Ça, c'est pas vrai. Pas du tout. Je vais même vous le prouver. Vous reconnaîtrez le graphisme de la couverture par rapport à celle que vous voyez sur la vidéo. C'est choisis ta propre aventure. Le premier tome, La Grotte du Temps, il n'y en a pas eu beaucoup qui sont parus en français, vraiment pas beaucoup, comparé à la masse, aux dizaines de bouquins, je crois que c'est plus de 200, plus de 250 qui sont parus aux États-Unis. C'est leur référence à eux, j'en avais même fait une petite vidéo. Choose Your Own Adventure, c'est la référence américaine, c'est l'équivalent de notre Un livre dont vous êtes le héros en termes de référence, de renommée. Nous, notre référence en termes de livre-jeu, est-ce que ce que j'appelle le classique UK, ce classique de Grande-Bretagne, c'est Un livre dont vous êtes le héros, avec les règles qui sont proches du jeu de rôle, quoi. Sorcier de la montagne de feu et tout ce qui s'ensuit. C'est le classique UK. Après, on a Choose Your Own Adventure, le classique US, qui est antérieur et qui se limite à une narration à choix multiples, sans lancer de dés, sans règles particulières qui se rapprocheraient d'un éventuel environnement de jeu de rôle. Voilà. Bon, en dehors de cette erreur, on peut tous faire des erreurs. En dehors de cette erreur, la présentation, je la trouvais quand même assez chouette. Et on voit que de vidéo en vidéo, il faut vraiment croiser les sources, parce que c'est de vidéo en vidéo et d'article en article qu'on va avoir toutes les informations. Et vous voyez que cette histoire du livre-jeu, les ancêtres des livres-jeux, c'est pas facile de mettre le doigt dessus. Et c'est vraiment... Il n'y en a aucun... dans ceux qui étudient un peu le sujet et qui le présentent, il n'y en a aucun qui est exhaustif. Pourquoi ? Parce que c'est difficile, et puis est-ce que c'est pertinent ? Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant de croiser toutes les informations et de les analyser. Cette vidéo aussi, en tout cas, elle est assez vivante. Et je trouve qu'elle est plus explicite au niveau de la présentation, de l'enchaînement, voilà, des différents livres. Et puis, elle présente surtout Treasure Hunt. Un ouvrage de Alan George et Susan French. Ici, on a à chaque fois une page de texte et une image correspondante qui joue parfois le rôle de simple illustration, mais qui très souvent sert aussi à trouver des indices pour ensuite choisir son chemin. Est-ce qu'il dit en quelle année c'est paru ça ? Parce que ça, c'est assez ancien aussi. Petit à petit, et l'année qui suit, en 1942, paraît
Treasure Hunt, un ouvrage de Alan George et Susan French. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette espèce de livre-jeu, peut-être pas au sens livre dont vous êtes le héros, peut-être pas au sens classique UK ou quoi, mais en tout cas, livre-jeu, clairement. Hein, on voit bien l'image ici, elle est chouette cette image, on voit bien qu'on peut choisir d'aller à page 8, page 12, page 14, sur base de l'image, sur base du récit que nous propose l'image. Voilà encore, ça c'est encore une autre dimension du livre-jeu, de sa narratologie profonde, l'illustration. L'illustration est une part intégrante de la narratologie. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre dans le tableau noir, ça, l'illustration. Je voulais vous lire l'entête, juste l'entête. Ici, on est sur les cahiers de narratologie, sur un article qui s'appelle « La narrativité vidéoludique, une question narratologique ». Et là, on va voir, pour clôturer cet aspect-là, on va voir, on a déjà vu tout l'aspect littéraire, l'étude, l'approche littéraire des livres-jeux, l'approche narratologique littéraire, parce que l'approche narratologique, elle n'est pas que littéraire, ou en tout cas, la littérature s'étend bien plus loin que ce qu'on imagine, et c'est là qu'on va voir que cette porosité, comme on avait vu l'autre fois, ou cette fécondation réciproque entre le ludique et le littéraire, au final, c'est des expressions qui prêtent à rire, mais qui sont totalement fondées. Donc, narrativité vidéoludique, une question narratologique. Le jeu vidéo fait l'objet d'un intérêt récent de la part de la recherche universitaire, qui y voit un objet nouveau, en particulier pour la narratologie. La première question qui se pose est celle du rapport qu'entretient la narratologie avec ce nouvel objet. Nous essayerons ainsi de définir la narrativité vidéoludique comme la combinaison entre une intrigue programmée et matérielle et l'expérience de cette intrigue par le joueur. Une expérience à la fois ludique et narrative. À partir de ce constat, nous postulerons l'existence de prototypes vidéoludiques qui permettraient de décrire des degrés de narrativité variables en fonction des jeux ou des moments de jeu, etc., etc., etc. Voilà, et il commence, je n'irai pas jusqu'au bout, mais il commence, si l'on part de l'hypothèse que tout jeu vidéo possède un potentiel de récit minimal, la première question qui se pose est celle de la structure représentée de ce récit. Il n'en demeure pas moins que cette structure visible et réalisée de la narrativité dans le jeu vidéo ne rendrait pas compte de l'intrigue telle que l'envisagent les théories de la réception et de la psychologie cognitive, et que finalement, elle ne viendrait que répéter sur un objet nouveau les limites que l'approche structurale dessinait pour les textes littéraires. Vous allez comprendre ce charabia avec la vidéo suivante, et je clôturerai sur ça. Pourquoi psychologie cognitive? Parce que l'histoire du jeu vidéo, elle, est intrinsèquement liée à l'histoire de la psychologie. Et ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a un moment donné où cette histoire de la psychologie, notamment la psychologie skinnerienne, par exemple, il y a un moment donné où l'histoire de ces choses-là, la psychologie et le jeu vidéo, il y a quelque chose qui va se trouver au milieu, c'est le livre-jeu. C'est le livre dont vous êtes le héros, c'est le récit à choix multiples. Et donc, je clôture avec une petite séquence. D'ailleurs, j'ai oublié de citer l'auteur de l'article que je viens de lire, qui est Marc Marty, voilà, et qui a été posté en 2014, l'article que je viens de lire. Donc, depuis, l'histoire du jeu vidéo, elle a bien évolué. Ici, on a un extrait d'une conférence qui a fait grand bruit dans le monde du livre-jeu, qui a été publiée, en tout cas, elle a été diffusée en direct le 26 mars 2021. C'est un certain Isaac Pante qui s'exprime, si j'ai bonne mémoire. Histoire et visualisation des livres de Cléro. Et là, ça dure 1 heure, mais évidemment, on va observer qu'un petit extrait, celui qui nous intéresse, et qui fait lien, donc, qui part sur une autre approche de la narratologie, qui est celle qu'on trouve en informatique. Et en face de cette histoire qui est vraiment l'histoire littéraire, se raconte une histoire, cette fois-ci, plus orientée vers l'informatique. Alors là encore, on pourrait la faire débuter à différents endroits, je simplifie, mais sans doute une des personnes qui a vu le plus rapidement l'intérêt de ce type de bifurcation, c'était Skinner, qui, vous savez, s'est beaucoup intéressé aux questions de pédagogie, d'enseignement et autres, et qui se disait, mais enfin, c'est pas possible, on a des publics, notamment pour la
l'acquisition des mathématiques. On a des publics qui en fait ont des niveaux différents et la classe normale nous force à mettre tous les élèves et toutes les élèves à chaque fois face à des exercices qui sont les mêmes pour chacun, alors qu'en fait on pourrait peut-être accélérer, voire ralentir pour d'autres. Il invente donc un dispositif à l'époque qu'il appelle tutor texte et qui va proposer en fait chez soi justement d'avoir une espèce de chemin en fonction de réussite. Donc si je réussis cet exercice, eh bien je passe directement au suivant, on ne me fait pas répéter. Si je l'échoue, par contre, on va me faire repasser par le même type de parcours. En face de ça, eh bien, une intelligence artificielle en est un petit peu à ses balbutiements. On commence à penser à un certain nombre de systèmes de règles. On intègre la possibilité, par exemple, de faire simuler une sorte d'interaction, en particulier dans la psychologie rogerienne, où on va offrir la possibilité de suivre une sorte de fausse thérapie avec des reformulations. Et là, de nouveau, on est dans une idée que l'ordinateur va pouvoir nous répondre et va nous donner, en fait, suite à un certain calcul, mais sur la base d'un certain nombre de choix qu'on a fait, nous raconter entre guillemets une histoire. Évidemment, des fois avec des objectifs pédagogiques, des fois avec des objectifs thérapeutiques, mais vous allez voir que ça ne va pas tarder. Évidemment, très vite, on va passer à des fictions interactives totalement écrites et bientôt auxquelles vont aussi s'ajouter l'image. Donc là, vous avez une fiction, ce qui a longtemps été considéré comme la première fiction interactive, Colossal Cave Adventure, où on a simplement un texte et puis on interagit par des phrases, un certain nombre de mots qui permettent de dire ouvre la porte, fais ceci, etc. Donc c'était une version un petit peu plus sophistiquée de ce que proposait le livre, parce que cette fois on pouvait composer soi-même ces phrases, évidemment avec toute la frustration qui peut accompagner ce genre de démarche si on ne trouve pas la bonne phrase. Et puis ensuite, l'image vient s'ajouter. Vous voyez la Mystery House, qui est donc le premier jeu réalisé par la compagnie Sierra, qui aura ses heures de gloire dans les années qui vont suivre dans le domaine du jeu vidéo. Mystery House, qui de nouveau est porté par un couple. Enfin, cette fois-ci, c'est donc un homme qui a le rôle de programmeur. Elle est très intéressée, je crois que c'est son épouse à ce moment-là, elle est très intéressée en fait par ce type de récit. Elle se dit mais en fait les récits qu'on lit sont nuls, on peut faire beaucoup mieux que ça et il faudrait même ajouter de l'image. Il voit ça comme un défi complètement fou, mais il se lance et ils sortent donc Mystery House qui va avoir un succès monstrueux et qui lancera ensuite Sierra et toute la compagnie des jeux du type point and click et autres. Donc voilà pour les deux trajectoires. Si maintenant on essaye de rassembler un petit peu tout ça, pourquoi est-ce que je vous fais faire ces détours ? Eh bien parce qu'en fait là vous voyez que on est dans le même type de dispositif finalement. On a un livre littéraire comme Marel de Cortázar, purement littéraire avec un chemin assez linéarisé, mais quand même on nous dit qu'il s'agit de faire des choix. On a un livre qui est pensé comme un livre-jeu, donc qui n'appartient pas à la littérature. En tout cas, qui ne se catégorise pas comme tel, même si j'aurais tendance à l'y faire entrer, mais disons, qui ne se catégorise pas comme tel, qui se catégorise plutôt comme un jeu, livre-jeu et autres. Et puis finalement, à droite, vous voyez un jeu typiquement vidéo, qui lui se base sur les mêmes principes, avec des interactions de clics et qui nous amène à faire des choix selon les trajectoires. Alors, d'accord, vous êtes... je suis en train de vous expliquer quelque chose sur les fictions interactives, donc pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça ? Évidemment, vous avez raison de vous poser cette question, parce qu'en fait, ça va nous permettre de voir que ces objets ne sont pas si éloignés que ça. Et qu'en réalité, ces objets sont plus proches entre eux qu'ils ne le seraient d'un livre de littérature générale. Le sorcier de la montagne de feu est plus proche de Marel et est plus proche de Maniac Mansion que vous voyez à droite, et donc plus proche d'un jeu vidéo qu'il ne le serait, par exemple, de Madame Bovary. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Est-ce que tout ça, c'est une seule histoire ? Eh bien, en fait, depuis un certain nombre d'années, on a un appel du côté du monde de la recherche à repenser justement ces objets sous une forme plus large. Espen JR7, qui travaille notamment sur les questions d'humanité numérique, de la textualité, de la sémiologie et qui étudie ce genre d'objets, a publié en 1997 un ouvrage qui s'appelle Cybertext. Et cet ouvrage, en fait, a envie de faire un petit peu bouger les lignes. Donc c'est un théoricien de la littérature en général, il a ce savoir-là, mais il se rend bien compte que pour un certain nombre d'objets, dont ceux dont on vient de parler, en fait ça ne marche pas. Il y a des limites, on n'arrive pas véritablement à adapter les théories usuelles à ce genre d'objets. Et donc il y a une singularité qu'il s'agirait d'étudier.
Pour étudier cette singularité, en fait, on peut revenir sur ce petit texte qu'on voyait tout à l'heure et qui finalement est au début de Consider the Consequences. Vous voyez cette phrase particulière, il s'agit plutôt de nombreuses lignes courtes, chacune se terminant par un choix, premier élément, et se ramifiant à droite et à gauche vers d'autres choix. C'est très intéressant parce qu'on voit déjà apparaître deux choses. Premièrement, le fait de faire des sélections et donc de choisir et potentiellement de renoncer, mais en plus, une idée de spatialisation qui va être centrale dans la suite de ce que je vais vous présenter. Voilà. On va rester là sur cette vidéo. Pour conclure, j'espère que tout ceci s'est enchaîné de manière claire et limpide pour tout le monde. J'espère que ça n'a pas été trop décousu de me suivre. J'ai essayé vraiment de vous proposer déjà une nouvelle forme, j'ai essayé une nouvelle façon de faire, hein, ça c'est une première chose. Et puis, j'ai essayé de trouver une manière intéressante de vous en apprendre plus déjà sur l'histoire des livres-jeux et d'essayer de questionner un peu sur leur nature, qui est intrinsèquement liée à leur origine. D'où le fait de voir quelles sont les différentes approches qu'on peut mettre à profit pour faire grandir cette étude, pour augmenter nos connaissances sur le sujet, pour préciser finalement la définition du livre-jeu, du livre dont vous êtes le héros, du récit arborescent, de tout ce qu'on veut. Et toutes ces connaissances-là, on pourra en faire une synthèse plus tard, hein, c'est pour ça qu'on fait une liste aussi avec des mots. On pourra mêler toutes les approches et en faire quelque chose de plus précis. Voilà, pour l'instant, l'étude des livres-jeux, elle reste en cours, elle est en cours, elle démarre, elle est un peu nébuleuse parfois, même si elle ouvre vraiment des portes intéressantes et on sent, moi je pense que c'est dans la conjugaison des différentes approches et donc dans la communication entre les différents spécialistes des différentes approches qu'on va pouvoir voir émerger quelque chose de vraiment clair et pérenne dans l'étude scientifique des livres-jeux et qui sait des parutions, des monographies comme on en fait pour le jeu de rôle et pour les jeux vidéo, qui sait bientôt des monographies passionnantes sur le sujet de la littérature interactive, du récit arborescent, quelle que soit la façon dont on le nomme.